Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, édition spéciale autour de l'hommage national rendu ce midi à Jean d'Ormesson, décédé mardi dernier à l'âge de 92 ans. La cérémonie se tient dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, en présence du président de la République. Comme il l'avait fait en juillet dernier pour Simone Veil, Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre de l'écrivain. Une messe a déjà été célébrée ce matin en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. C'est l'académicien Jean-Marie Roire qui a prononcé l'éloge de son ami disparu. Il a salué, je cite, un prosateur de génie. Le chef de l'État avait rencontré l'académicien. On va y revenir longuement avec nos invités avant d'écouter le discours présidentiel. Avec nous sur ce plateau, Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Le Figaro que Jean d'Ormesson avait dirigé entre 74 et 77. On va y revenir. Jérôme Cordelier, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef des éditions régionales du Point. Le Point qui sort d'ailleurs hors série spéciale Jean d'Ormesson 1925-2017. On va d'abord retrouver Astrid de Vilaine, journaliste LCP, Assemblée nationale, qui se trouve sur place. Astrid, bonjour. Dites-nous d'abord comment va se dérouler précisément cette cérémonie. Alors la cérémonie doit commencer vers midi. C'est le chef de l'État Emmanuel Macron qui arrivera dans la cour d'honneur des Invalides où je me trouve. Il ira passer en revue les troupes et puis saluer la famille de Jean d'Ormesson avant de prononcer l'éloge funèbre. Viendra ensuite un moment de recueillement devant le cercueil de Jean d'Ormesson. Une Marseillaise doit ensuite être jouée par la garde républicaine ainsi qu'un concerto pour piano de Mozart à la demande de la famille. Et Astrid, évidemment, de très nombreuses personnalités du monde politique et intellectuel sont présentes ce matin. Exactement, sont attendus ici pour les personnalités politiques, les anciens chefs de l'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, sera également ici, ainsi qu'une partie du gouvernement. Et puis, de nombreux académiciens sont attendus pour rendre un dernier hommage à leur père disparu cette semaine. Des Français également sont présents. Ils commencent à arriver ici dans la cour des Invalides, puisque cette cérémonie est ouverte au public, comme elle l'était déjà pour Simone Veil, dernière personnalité à avoir reçu un hommage national. Ici, c'était en juillet dernier. Astrid de Vilaine en direct des Invalides pour les chaînes parlementaires. Merci beaucoup Astrid, on vous retrouvera dans quelques minutes avec peut-être des invités. Merci beaucoup Astrid. Messieurs, avant de parler de Jean d'Ormesson, ce qu'il était, ses passions, d'abord votre sentiment ce matin, peut-être au Figaro c'est un sentiment particulier. Il a dirigé la rédaction du Figaro. J'imagine que c'est une journée avec une émotion particulière. Oui, ce qui est incroyable, c'est que Jean d'Ormesson, ça t'est rappelé, était directeur du Figaro de 74 à 77, donc il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans. Et pourtant, d'abord, Jean d'Ormesson a continué d'y écrire pendant des années, chaque semaine dans le Figaro Magazine, et encore jusqu'à tout récemment, pour commenter les grands événements politiques, etc. Il donnait au journal des articles, ce qui fait que il est resté présent dans le Figaro jusqu'à la veille de sa mort. Et donc, même si cette direction du journal remonte à il y a 40 ans, d'une certaine manière, Jean d'Ormesson a toujours incarné, ou en tout cas toujours été identifié au Figaro. Donc c'était, oui, quelqu'un de la famille, un peu une sorte de grand-père, même s'il n'était pas physiquement présent au journal. Bien sûr, même ces articles, il les envoyait depuis chez lui. Il était quand même revenu au Figaro il y a quelques mois pour participer à un comité de rédaction le matin. Dans un journal qui avait bien sûr beaucoup changé, avec maintenant le fait que tous nos journaux sont adaptés aussi au web, et donc avec ce qu'on appelle la newsroom, vous savez, où tous les journalistes sont en alerte avec les moyens actuels. Et regardez ça, non pas du tout comme l'ancien qui dit tout a changé, oui, comme avant, mais au contraire très, très émoustillé, très heureux de voir que le journal continuait de vivre, continuait d'évoluer. La modernité ne lui faisait pas peur. Ne lui faisait pas peur, et en voyant tout ce monde-là, cette fourmilière finalement qui est un journal, Jean d'Ormesson qui est passé dans les couloirs, s'est arrêté, avait eu ces mots, il avait dit mais finalement comment peut-on ne pas être journaliste? Et puis il avait ajouté,
comment peut-on ne pas être journaliste au Figaro? Il avait cet attachement au journal jusqu'au bout, et l'attachement qui bien sûr était réciproque de la part des journalistes. Jérôme Cordelier, au-delà du Figaro, c'est vrai que tous les journalistes étaient assez attachés à Jean d'Ormesson. Il avait un rapport particulier d'ailleurs aux médias en général. D'abord, il aimait bien ça. Mais je pense que, alors pour poursuivre ce que vient de dire Guillaume, je pense que s'il n'avait pas été autant au Figaro, attaché au Figaro et incarnant le Figaro, alors qu'il n'avait plus de direction exécutive depuis très longtemps, mais il incarnait quand même le Figaro. Les imitateurs l'ont pris souvent, caricaturé un petit peu, en faisant le Figaro, comme ça. Mais je pense que s'il n'avait pas été au Figaro, il aurait été au Point. Parce que je ne veux pas évidemment supputer, mais... Pourquoi dites-vous cela ? Il y a une communion d'esprit, une communauté d'esprit entre ce qu'incarnait Jean d'Ormesson, à la fois le souci des conventions, mais aussi l'anticonformisme, une certaine élégance. Vous avez été particulièrement touché dans la rédaction du Point ? Ah oui, parce que beaucoup de gens le connaissaient au Point. Bon, en premier lieu, François-Olivier Gisbert, même, a travaillé longtemps. Qui a exprimé et puis, son émotion encore ce matin. On a un lien particulier avec la famille, puisque on connaît très bien Héloïse d'Ormesson. Nous sommes partenaires de beaucoup de salons du livre. En France, on tourne en France, donc on croise toujours Héloïse d'Ormesson qui vient à tous les déjeuners qu'organise le Point, par exemple. Mais il y a aussi dans la communauté du Point Jean-Paul Enthoven, Marc Fumaroli, Marc Lambron, Christophe Onodibio, Sébastien Le Foll, qui a fait qui est le directeur de la rédaction, qui a fait plusieurs entretiens avec Jean d'Ormesson, et d'ailleurs qu'on pourra retrouver sur France Culture. Donc il y avait une communauté d'esprit. Et puis surtout, il était raccord, si je puis dire, avec le Point. Les valeurs du Point qui sont des valeurs humanistes et aussi des valeurs un peu épicuriennes, avec un souci des valeurs, si on peut dire, qui étaient incarnées très bien par Claude Imbert. Et Claude Imbert, Jean d'Ormesson, c'était un petit peu comme ça les deux faces, on peut dire, d'un journalisme à la fois soucieux des conventions, mais aussi assez anticonformiste. Et puisque vous avez parlé d'Héloïse d'Ormesson, l'éditrice, la fille de Jean d'Ormesson, eh bien, sachez qu'elle a présenté hier soir les tout derniers écrits, les tout derniers mots de son père, Jean d'Ormesson, retrouvés samedi dernier sur son bureau, des mots précieux dévoilés dans l'émission de François Bunel. Hier soir, La Grande Librairie, je vous propose de regarder. Je savais qu'il écrivait un nouveau livre, je savais qu'il voulait me le confier, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il l'a fini samedi. Bon, vous en tirez les conclusions. Et que j'ai trouvé ce matin, cette dernière page du manuscrit, dont je vous laisse lire, je ne sais pas la totalité, ou en tout cas la dernière phrase, parce que moi je n'aurais pas le courage, mais pourtant elle est pleine d'espoir. François. Une beauté pour toujours. Tout passe, tout finit, tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens? Il n'est pas impossible, 3 points de suspension, mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours, et la mort elle-même ne peut rien contre moi. C'est les derniers mots écrits par votre père, samedi. Samedi, oui. Voilà, un moment évidemment de grande émotion. On va y revenir en détail, parce que ça prouve que Jean d'Ormesson a écrit jusqu'aux derniers instants. Et c'est important. On va d'abord retrouver Astrid de Vilaine. Astrid, vous êtes aux côtés de Bruno Studer, président de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée. Oui, Bruno Studer, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez assister dans un instant à cet hommage national. Pourquoi c'est important que la République honore la mémoire de Jean d'Ormesson? Parce qu'il a été un de ceux qui a, on peut dire, représenté la France dans ce qu'elle a de meilleur. Et à travers la maîtrise de sa langue qui était absolument extraordinaire, il a participé à enrichir et à développer ce que j'aime appeler le génie national français. Voilà. Quel souvenir garderez-vous de Jean d'Ormesson? Alors parmi les souvenirs que j'ai de lui, je crois le discours qu'il a prononcé à l'Académie française quand il a fait cette déclaration d'amour absolument incroyable et en toute retenue à Simone Veil. Vous êtes président de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée. Pour vous, quelle image a Jean d'Ormesson pour les Français? On sait que c'était un des écrivains préférés des Français. Oui, voilà, je crois que c'est l'image de quelqu'un de formidablement optimiste, de progressiste, et puis un amoureux de la langue. Et en France, on a ce rapport si particulier à la langue. Voilà, je crois qu'il représentait beaucoup pour chacun, et avec ce que c'est que la culture, c'est-à-dire chacun l'a reçu comme il avait envie de le recevoir. Donc voilà, c'est un grand monsieur qui s'en va aujourd'hui.
Emmanuel Macron va prononcer tout à l'heure l'éloge funèbre. Qu'attendez-vous de son discours ? Un discours à la hauteur de cet amour de la langue française qu'ils avaient en commun. Je crois que Emmanuel Macron partage avec Jean d'Ormesson cette volonté d'utiliser notre langue comme étant finalement au service d'un projet qui est un projet magnifique, celui de la France, un projet universel, et Jean d'Ormesson a tout jamais marqué ce projet universel. Merci beaucoup Bruno Studer d'avoir été avec nous en direct sur les chaînes parlementaires. Merci beaucoup Astrid, et à tout à l'heure. Et pendant que vous parliez, on découvrait ces images qui nous arrivent en direct des Invalides, où effectivement 150 personnalités du monde politique, du monde intellectuel ont répondu présentes ce midi. On va y revenir. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur cette séquence très émouvante de la fille de Jean d'Ormesson qui nous dévoile à la télévision les tout derniers mots de Jean d'Ormesson. Guillaume Tabar, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce sont des mots sur la mort. Il a écrit jusqu'à la dernière minute. Oui, tout à fait. Dire, ça fait longtemps que Jean d'Ormesson d'abord écrit, j'allais presque dire jongle avec la mort. Il l'a regardé en face, ils se toisaient mutuellement avec ironie, distance. Jamais vraiment d'inquiétude. Hein. Il n'a jamais vu la mort avec une immense inquiétude. Ça, c'est la grande question du rapport de Jean d'Ormesson à la mort, à l'éternité, à Dieu. Rapport à la fois existentiel, mais qu'il masquait toujours sous un dehors, j'allais dire, esthétique. Je veux dire que lorsqu'il parlait de Dieu notamment, il y avait toujours le brio des mots, beaucoup d'esthétisme, au sens noble du terme, mais qui était peut-être aussi pour lui de masquer la gravité de cette question. Parce que, et une angoisse pour peut-être. tout homme, pour lui comme pour nous, cette question du moment du face-à-face à Dieu est quand même un moment d'une vraie gravité où on est seul. Et justement, nos mots s'effacent, et il lui-même le savait. Et voilà, il avait ce mélange d'élégance, de pudeur, d'insouciance, et qui nous donne ces phrases aussi belles que celles par lesquelles il a conclu son œuvre. Jérôme Cordelier, ça vous frappe qu'il ait pu écrire jusqu'à 48 heures avant sa mort? Surtout dans ces mots, c'est leur maîtrise, quoi. C'est-à-dire, ça, je trouve, c'est assez bluffant. C'est quelqu'un qui va mourir et qui maîtrise comme ça, à la fois le vocabulaire, ce qu'il dit, parce que c'est assez profond, ce qu'il dit, et en même temps la maîtrise des mots, et puis la maîtrise aussi du message de sortie, parce que c'est des mots, Guillaume l'a un petit peu dit, mais c'est des mots d'espérance en même temps, et donc et en même temps d'espérance élégante. C'est-à-dire que ce qu'on retient de Jean d'Ormesson, c'est le parler de la gravité avec légèreté, et ça, c'est la plus grande politesse au monde, évidemment, qui est de ça. Il y a tellement de gens, en plus, qui parlent de légèreté avec gravité dans notre monde, donc là, on a quelqu'un qui parle de choses graves avec une grande légèreté, donc c'est toujours admirable, je trouve, parce que ça veut dire tout le chemin qu'on fait en coulisses pour aboutir à ces mots-là et à cette tenue-là face aux autres. Et donc voilà, je trouve que c'est une tenue dont notre époque aurait besoin de ce message. On entendait Bruno Studer tout à l'heure au micro d'Astrid de Villaine nous dire il espère que le discours d'Emmanuel Macron sera à la hauteur de l'amour pour la langue française de Jean d'Ormesson. On imagine Emmanuel Macron, qui est aussi un homme de lettres, avoir particulièrement travaillé ce discours? Oui, et puis on sait que Emmanuel Macron a autour de lui des gens qui savent et qui aiment écrire. Qui ont une plume. Voilà. Bon, je dois être prudent lorsqu'on parle des discours des hommes politiques. On ne peut pas imaginer qu'il se soit particulièrement impliqué dans ce discours? Sans doute. En même temps, Emmanuel Macron, il rentre d'Algérie. Bon, enfin. Est-ce qu'ils avaient un lien très fort? C'est une question. Écoutez, ils se sont connus tardivement. Ils se sont connus, ils se sont notamment rencontrés une fois lors d'un déjeuner au ministère des Finances à Bercy. Ça, Jean d'Ormesson le raconte avec humour, parce que il avait croisé, je crois, Emmanuel Macron. Un cadre officiel, etc. Bon, Emmanuel Macron lui avait dit, écoutez, voyons-nous. Et Jean d'Ormesson dit, voyons-nous, ça veut dire, mon cher ami, oui. On en reparlera un autre jour. Voilà, la formule politique pour dire, bon. Et en fait, pas du tout. Il a reçu ensuite un coup de téléphone pour fixer ce déjeuner. Ils se sont vus à déjeuner au ministère des Finances. Alors, ce qui est très drôle, c'est que il faut lire les deux versions. La version d'Emmanuel Macron et la version de Jean d'Ormesson. Et c'est là qu'on voit que chacun est à front renversé, que chacun essaye de se valoriser à travers l'autre. Ah oui. C'est-à-dire que Jean d'Ormesson, il l'a raconté lors d'un entretien télévisé récent,
Il disait, voilà, il était encore misé, mais je lui ai dit, vous allez bientôt quitter le gouvernement parce que pour votre carrière, vous avez besoin de prendre votre autonomie. Il parle de la présidentielle, ça. En gros, il parle politique. Bon. Et Emmanuel Macron, qui notamment dans le beau texte qu'il a écrit pour Le Figaro mercredi matin, au lendemain de sa mort, raconte au déjeuner en disant, ce qui était bien, c'est que justement là, nous n'avons parlé que de Sainte-Beuve, de Flaubert, de Proust, de Dieu, de la mode, ça, voilà. Le politique qui dit, voilà, lorsque je suis avec Jean d'Ormesson, je ne parle que littérature, ça bon. Et le littérateur qui dit, en gros, c'est un peu encanaillé en parlant politique. Midi tout juste, bienvenue si vous nous rejoignez sur les chaînes parlementaires. On revient évidemment sur cet hommage national rendu à Jean d'Ormesson. On attend la prise de parole d'Emmanuel Macron dans les minutes qui viennent. Le président de la République on attend en tout cas un discours relativement important, relativement travaillé sur Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, un homme de droite qui ne cachait pas ses opinions politiques. Oui, alors d'ailleurs, je vois justement dans le point, il y a eu on a fait un questionnaire là, que Christophe Onodibio et Jean-Paul Enthoven ont fait, qui est assez savoureux, qu'on a appelé le questionnaire Jean Do, qui était au moment où il est rentré dans la Pléiade. Et il répond, je dis ça parce qu'il répond à cette question. Il dit pourquoi êtes-vous de droite? Et il dit, je me sens parfois de gauche en face de gens de droite. Je me sens toujours à droite en face de gens de gauche. Donc voilà, c'était... Bon, foncièrement, Jean d'Ormesson, il était à droite. Alors évidemment, il y a des gens de gauche qui l'appréciaient parce que c'était quelqu'un qui aimait surprendre, qui aimerait... Mais il était quand même bien ancré à droite. Il portait quand même des valeurs de droite traditionnelles, on peut dire. Mais il avait eu justement l'intelligence de ne pas faire de ces valeurs un porte-étendard arrogant, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'était pas resté dans son cénacle, il aurait pu très bien ne pas sortir, comme en font d'autres, de son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Il était très ouvert, il a d'ailleurs été ami avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui a rendu un hommage vibrant cette semaine. Il aimait bien ça, alors en même temps avec une certaine coquetterie. Il aimait bien un peu surprendre, aller dans les émissions, et puis en même temps, c'est le secret aussi de la jouvence, d'aller chez Thierry Ardisson ou dans des émissions un peu people et de se prêter à des jeux avec des chansonniers. Donc c'est toujours... les gens sont toujours surpris quand... l'aristocrate descend de son cheval et vient un peu dans l'arène voir tout le monde. Et puis surtout, il avait un humour débordant, un humour d'ailleurs assez cruel, puisque on lui prête cette saillie savoureuse dont il avait un peu le secret, de dire j'espère que je ne vais pas mourir sous la mandature de François Hollande, parce que je ne voudrais pas qu'il me fasse mon oraison funèbre. Il avait été dur avec François Hollande. Aujourd'hui, François Hollande qui est là ce matin, ainsi que Nicolas Sarkozy. Il avait été dur, comme il avait été dur aussi avec François Mitterrand en 1981, quand François Mitterrand était arrivé au pouvoir. Il avait été il avait eu la dent très dure quand... Après, il s'était rabiboché, et puis jusqu'à cette apothéose, on peut dire, de la vie de Jean d'Ormesson, qui est de jouer François Mitterrand sur un écran de cinéma pour un film qui s'appelait Les Saveurs du Palais. Mais il a eu des rapports toujours particuliers, tendus avec les hommes d'État. Je pense que Guillaume en sait plus, mais même avec les hommes de droite. Juste, Nicolas Sarkozy a dit pleurer un ami ces derniers jours. Oui, de fait, ils étaient amis. Alors, De Gaulle, c'était quelqu'un d'à part, et puis Jean d'Ormesson était dans cette tradition, etc. Donc il avait cette admiration pour le général de Gaulle, mais c'est pas la même génération, ils ne sont pas connus. Le contemporain de Jean d'Ormesson, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Ils ont un an d'écart. Et ils ont fait des études. Ils ont fait des études ensemble. Alors qu'on voit, pardonnez-moi, juste sur les images, François Hollande qui salue les personnalités politiques présentes, sur ces images qui nous arrivent en direct des Invalides. Bon, Giscard et d'Ormesson, je crois, se sont connus à l'âge de 7 ans ou de 8 ans, donc ils sont toujours restés liés. Alors je pense que le Jean d'Ormesson n'a pas été pour rien non plus dans la bascule de la droite pour Giscard lors de la présidentielle de 1974. Jean d'Ormesson également aimait Nicolas Sarkozy. Il habitait Neuilly. Nicolas Sarkozy a longtemps été son maire. Et puis il était façonné par ce gamin qui avait toutes les audaces. Et il n'y a pas de plus opposé comme style de personnalité que Jean d'Ormesson et Nicolas Sarkozy. Et pourtant, oui, ils étaient attirés l'un par l'autre, fascinés l'un par l'autre. Il y avait une vraie amitié, je crois, entre les deux. Et ce rapport si tendu à François Hollande qu'on vient de voir sur ces images et qui vient d'arriver
arrivé pour la cérémonie. On l'a dit, il n'a pas du tout été tendre avec François Hollande. Il avait déclaré ce n'est pas un homme d'État. Et c'est pourtant François Hollande qui lui avait remis les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. François Hollande qui avait commencé son hommage ainsi. Vous avez réussi tout au long de votre vie à être aimé, lui a-t-il dit. Je me suis posé cette question, comment avez-vous fait? Et il avait terminé son hommage ainsi. Ceux qui racontent l'histoire ont plus de chances d'être aimés que ceux qui font l'histoire. Il y avait eu, c'était teinté d'humour, il n'y avait pas d'hostilité réelle. Justement, ils se retrouvent aussi un intérêt commun, c'est que c'est tous les deux des hommes d'humour, des hommes qui ont beaucoup d'esprit, voilà, parce que François Hollande aussi a beaucoup d'humour. Il a perdu un peu d'humour pendant son mandat, mais c'est un homme qui a un esprit assez fin, assez piquant. Donc évidemment, il se retrouve avec Jean d'Ormesson sur ce terrain-là. C'est un terrain commun. Opposition politique, mais pas d'hostilité réelle. On voit bien dans les rapports qu'il avait, c'était de l'opposition idéologique. Oui, alors, Jérôme l'a dit très bien, Jean d'Ormesson était quelqu'un de droite. Ça m'a fait un peu sourire lorsque le président de la commission des affaires culturelles l'a décrit politiquement comme étant un progressiste. Non. C'est un homme ouvert, un homme d'ouverture. Un conservateur ouvert. Voilà, c'était un conservateur éclairé. Voilà, j'allais dire exactement ce terme-là. Voilà, et le côté un peu récupération macroniste a été un peu comique et un peu décalé par rapport à cette célébration qui précisément se veut consensuelle et fédératrice. Non, c'était un vrai conservateur éclairé, mais avant tout, Jean d'Ormesson était un grand séducteur. On l'a dit beaucoup par rapport aux femmes, mais globalement, il aimait séduire et il n'aimait pas qu'on lui résiste. Et le comble du séducteur, c'est précisément de séduire les gens qui étaient loin de lui. Voilà. Et qui lui étaient opposés. Et c'est ce qui me... Et avec Mélenchon, c'est ça. Que Jean d'Ormesson réussisse à séduire Jean-Luc Mélenchon, à séduire Laurent Geoffrin qui dans Libé hier a fait un hommage. Alors il prend un peu de distance parce que quand même on a Libé, il faut quand même pas montrer que, mais on sent Laurent Geoffrin séduit par le personnage de Jean d'Ormesson. Ça, je pense que c'est un vrai plaisir pour lui de séduire tout le monde. On va en parler dans un instant. On va juste retrouver Astrid de Vilaine sur place, donc dans la cour d'honneur des Invalides. Astrid, a priori, Emmanuel Macron est en train d'arriver. Il ne devrait pas tarder, hein. Oui, le silence vient d'être fait ici dans la cour d'honneur des Invalides. On a vu arriver les personnalités dont vous avez parlé. Nicolas Sarkozy. Je crois que la cérémonie commence. Très bien Astrid, on vous retrouvera dans un instant et je crois apercevoir effectivement le convoi accompagnant le chef de l'État Emmanuel Macron qui va prendre la parole d'ici quelques minutes. Une cérémonie très orchestrée, cérémonie très codifiée, traditionnellement réservée aux militaires, mais parfois à des personnalités civiles. C'est le cas pour Jean d'Ormesson, ça a été le cas en juillet dernier pour Simone Veil, le cas également pour Michel Rocard. En 2016, une cérémonie que nous faisons vivre sur les chaînes parlementaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes en direct. Hommage national à Jean d'Ormesson, distinction officielle de la République française. On attend maintenant la prise de parole d'Emmanuel Macron après la revue des troupes. Vous découvrez ces images en direct avec nous. 150 personnalités politiques, intellectuelles présentes ce matin pour Jean d'Ormesson. À la veille d'une autre cérémonie, d'un autre genre, évidemment, hommage populaire. Il avait dit, d'ailleurs, Jean d'Ormesson, le pire pour un écrivain, c'est de mourir en même temps qu'une star. Il pensait beaucoup à Édith Piaf et Jean Cocteau. Évidemment, Jean Cocteau avait été éclipsé par Édith Piaf. Mais après, le temps fera son œuvre. C'est pas le même genre de public. Et il faut espérer que les œuvres... pour Prokofiev aussi en 53. Voilà. Et on va suivre en direct cette arrivée d'Emmanuel Macron, arrivée très solennelle, bien sûr.
qui salue d'abord évidemment les proches de Jean d'Ormesson. On a vu qu'il avait longuement salué sa femme, Jérôme Cordelier. Oui, sa femme, qui était toujours discrète, qu'on voit sur certaines photos maintenant, mais qui était très, très en retrait. C'était étonnant d'ailleurs que lui prenne toute cette lumière et aime la lumière. Et c'est vrai que on connaît peu son épouse, enfin en tout cas dans le grand public, alors qu'on connaît évidemment très bien Jean d'Ormesson. Et un peu plus sa fille, Héloïse d'Ormesson, qui a une magnifique maison d'édition d'ailleurs, qui publie, parce qu'on a dit oui, elle publie son père, mais elle ne publie pas que son père, elle a beaucoup de romanciers aussi, puis elle prend des risques, elle choisit des œuvres un peu iconoclastes. Donc voilà, c'est sûr que... Et puis Gilles Cohen-Solal aussi, qui est le mari de Héloïse d'Ormesson. Emmanuel Macron qui salue toutes les personnalités politiques présentes ce matin, et je vous le disais, elles sont venues en nombre, puisque elles seraient environ 150 ce midi. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes.
Reposez. Un. Repos. Messieurs les présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chère Françoise d'Ormesson, chère Héloïse d'Ormesson, chers membres de la famille, chère Marie-Sara, Mesdames et Messieurs, si claire est l'eau de ces bassins qu'il faut se pencher longtemps au-dessus pour en comprendre la profondeur. Ces mots sont ceux d'André Gide, écrits dans son journal à propos de la Bruyère. Ils conviennent particulièrement à Jean d'Ormesson, car plus qu'aucun autre, il aima la clarté. Celle des eaux de la Méditerranée dont il raffolait, celle du ciel d'Italie, celle des maisons blanches de Simi, cette île secrète des écrivains, celle des pentes enneigées et éclatantes, où il aimait à skier comme celle des criques de la côte turque inondée de soleil. Ne fut-il pas, lui-même, un être de clarté ? Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence n'illumina. Il semblait fait pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir. Il était trop conscient des ruses de l'histoire pour se navrer des temps présents. Et sa conversation, elle-même, était si étincelante qu'elle nous consolait de tout ce que la vie, parfois, peut avoir d'amer. Jean d'Ormesson fut ainsi cet homme entouré d'amis, de camarades, offrant son amitié et son admiration avec enthousiasme, sans mesquinerie. Ce fut un égoïste passionné par les autres. Sans doute son bréviaire secret était-il les copains de Jules Romain, auquel il avait succédé à l'Académie française. Berle, Caillois, Hersch, Mort, Déon, Marceau, Reims, Sureau, Rouard, Deniot, Fumaroli, Nourricier, Orsena, Lambron, Houbert, je ne peux les citer tous. Mais cette cohorte d'amis, ce furent des vacances, des poèmes récités, de la liberté partagée. Pour ceux qui l'accompagna jusqu'au terme ultime, sa présence et sa parole furent des baumes incomparables. Comme son cher Chateaubriand le disait de Rancé, on croyait ne pouvoir bien mourir qu'entre ses mains, comme d'autres y avaient voulu vivre. Cette grâce lumineuse, contagieuse, a conquis ses lecteurs qui voyaient en lui un antidote à la grisaille des jours. Paul Morand disait de lui qu'il était un gracieux dévorant, rendant la vie intéressante à qui le croisait. C'est cette clarté qui d'abord nous manquera et qui déjà nous manque en ce jour froid de décembre. Jean d'Ormesson fut ce long été auquel, pendant des décennies, nous nous sommes chauffés avec gourmandise et gratitude. Cet été fut trop court et déjà quelque chose en nous est assombri. Mais celui que l'on voyait caracoler, doué comme il l'était pour l'existence et le plaisir, n'était pas le Ludion auquel quelques esprits chagrins tentèrent, d'ailleurs en vain, de le réduire.
La France est ce pays complexe où la gaieté, la quête du bonheur, l'allégresse, qui furent un temps les atours de notre génie national, furent un jour, on ne sait quand, comme frappés d'indignité. On y vit le signe d'une absence condamnable de sérieux ou d'une légèreté forcément coupable. Jean d'Ormesson était de ceux qui nous rappelaient que la légèreté n'est pas le contraire de la profondeur, mais de la lourdeur. Comme le disait Nietzsche de ces Grecs anciens parmi lesquels Jean d'Ormesson eût rêvé de vivre, il était superficiel par profondeur. Lorsqu'on a reçu en partage les facilités de la lignée, du talent, du charme, on ne devient normalement pas écrivain. On ne se veut pas à toute force écrivain, sans quelque faille, sans quelque intranquillité secrète et féconde. J'écris parce que quelque chose ne va pas, disait-il. Et lorsqu'on lui demandait quoi, il répondait « je ne sais pas ». Ou plus évasivement encore, « je ne m'en souviens plus ». Telle était son élégance dans l'inquiétude. Et c'est là que l'eau claire du bassin soudain se trouble. C'est là que l'exquise transparence laisse paraître des ombres au fond du bleu cobalt. Un jour vint où Jean qui rit admit la présence tenaillante, irréfragable d'un manque, d'une fêlure. Et c'est alors qu'il devint écrivain. Ses yeux aujourd'hui se sont fermés. Le rire s'est tu. Et nous voici, cher Jean, face à vous. C'est-à-dire face à vos livres. Tous ceux que vous aviez égarés par vos diversions, que vous aviez accablés de votre modestie, tous ceux à qui vous aviez assuré que vous ne dureriez pas plus qu'un déjeuner de soleil, sont face à cette évidence dont beaucoup déjà avaient conscience, se repassant le mot comme un secret. Cette évidence, c'est votre œuvre. Je ne dis pas vos livres, je ne dis pas vos romans, je dis votre œuvre. Car ce que vous avez construit avec la nonchalance de qui semble ne pas y tenir, se tient devant nous, avec la force d'un édifice où tout est voulu et pensé, où l'on reconnaît à chaque page ce que les historiens de l'art appellent une palette, c'est-à-dire cette riche variété de couleurs que seule la singularité d'un regard unit. La clarté était trompeuse. Elle était un miroir où l'on se leurre. Et le temps est venu pour vous de faire mentir votre cher Toulet. Que mon linceul au moins me serve de mystère, écrivait-il. Votre linceul, lui, désormais, vous révèle. Nous devrons, pour vous entendre, à présent tendre l'oreille. Et derrière les accords majeurs, nous entendrons, comme chez Mozart, la nuance si profonde des accords mineurs. Ce que votre politesse et votre pudeur tentaient de nous cacher, vous l'aviez mis dans vos livres. Et ce sont les demi-teintes, le sfumato subtil, qui vont à présent colorer la surface claire. Ce sont ces 1000 couleurs qui flottent comme sur de la moire, celles précisément dont Cocteau parlait en essayant de qualifier les blancs de Cézanne. Nous ne vous découvrirons ni triste, ni sombre. Mais derrière votre ardeur, nous saurons voir une fièvre. Derrière vos plaisirs, une insatisfaction. Et derrière votre bonheur, quelque chose d'éperdu, de haletant, qui nous touche en plein cœur. Nous entrerons dans le secret de cette âme qui s'est si longtemps prétendue incrédule pour comprendre qu'elle ne cessa d'embrasser le monde avec une ferveur mystique, débusquant partout, au cœur de son ordre improbable et évident, ce Dieu, au fond si mal caché, dont vous espériez et redoutiez la présence, et qui peut-être, dans quelque empyrée,
vous dites enfin, la fête continue. Vous ne nous aviez pas si bien trompés, il est vrai. Nous savions que votre conversation la plus personnelle était réservée à ces écrivains que fascinèrent les mystères du monde, et d'abord l'insondable mystère du temps. Cheminer avec Saint-Augustin, Chateaubriand, Proust, c'est n'être point dupe des arcanes de la vie. S'entretenir par-delà la mort avec Caillois, Perle ou votre père, s'effrayer dans des contrées parfois austères où vous alliez nourrir la force de vos livres. C'est dans ces confrontations intimes que vous alliez puiser cette énergie incomparable. Contrairement à Chateaubriand, encore lui, qui se désespérait de durer, vous avez cru qu'en plongeant au cœur des abîmes de la vie, vous trouveriez la matière revigorante et universelle de livres où chacun reconnaîtrait sa condition, où chacun se consolerait de ses contradictions. Et pour cela, vous avez inventé, presque sans la chercher, cette forme nouvelle tenant de l'essai, de l'entretien, de la confession et du récit. Une conversation tantôt profonde, tantôt légère, un art libertin et métaphysique. C'est ainsi que vous avez noué, avec les Français et avec vos lecteurs dans tant de pays, une relation particulière, une proximité en humanité qui n'était qu'à vous. Le courage de l'absolu dans la politesse d'un sourire, c'est cela votre œuvre. Elle vous lie à Montaigne, à Diderot, à La Fontaine et Chateaubriand, à Pascal et Proust. Elle vous lie à la France, à ce que la France a de plus beau et de plus durable, sa littérature. C'est le moment de dire, comme Mireille à l'enterrement de Verlaine, « Regarde, tous tes amis sont là. Oui, nous sommes là, divers par l'âge, par la condition, par le métier, par les opinions politiques et pourtant profondément unis par ce qui est l'essence même de la France, l'amour de la littérature et l'amitié pour les écrivains. Et ce grand mouvement qu'a provoqué votre mort, cette masse d'émotions derrière nous, derrière ces murs, autour de nous et dans le pays tout entier, n'a pas d'autre cause. À travers vous, la France rend hommage à ce que Rinaldi appelait la seule chose sérieuse en France, si l'on raisonne à l'échelle des siècles. Évoquant dans un livre d'entretien votre enterrement, vous aviez écrit « À l'enterrement de Malraux, on avait mis un chat près du cercueil. À celui de Defer, c'était un chapeau. Moi, je voudrais un crayon. Un crayon à papier. Les mêmes que dans notre enfance. Ni épée, ni légion d'honneur. Un simple crayon à papier. Nous vous demandons pardon, monsieur, de ne pas vous avoir tout à fait écouté. Pardon pour cette pompe qui n'ajoute rien à votre gloire. Avec un sourire, auriez-vous pu dire peut-être que nous cherchions là à vous attraper par la vanité, et peut-être même, cela pourrait marcher. Non, cette cérémonie, monsieur, nous permet de manifester notre reconnaissance et donc nous rassure un peu. Du moins puis-je, au nom de tous, vous rester fidèle en déposant sur votre cercueil ce que vous allez et ce que vous aviez voulu y voir. Un crayon, un simple crayon, le crayon des enchantements. Qu'il soit aujourd'hui celui de notre immense gratitude
et celui du souvenir. Je vous remercie. Présentez. Armes. Merci bien. Aux morts. Reposez. Armes. Repos.
Garde à vous. Présentez. Armes.
8h50, vous venez de suivre en direct l'hommage national rendu à Jean d'Ormesson sur les chaînes parlementaires. Beaucoup de gravité, de solennité. Un dernier morceau, la méditation de Thaïs de Jules Massenet, jouée encore en ce moment même par le violoniste Renaud Capuçon. Un hommage très émouvant, des mots très forts d'Emmanuel Macron sur lesquels nous allons revenir dans un instant. On va d'abord retrouver Astrid de Vilaine qui est sur place pour les chaînes parlementaires. Astrid, une cérémonie qui touche à sa fin à l'instant. Hein. Emmanuel Macron a prononcé un éloge funèbre marqué par les références littéraires Gide, Chateaubriand, Proust, Diderot et Montaigne. Il a salué la gaieté et l'optimisme de Jean d'Ormesson, ainsi bien sûr que son œuvre littéraire. Il a ensuite déposé un crayon à papier sur le cercueil de Jean d'Ormesson pour exprimer, je cite, notre immense gratitude et notre souvenir. Après ce discours, la Marseillaise a été jouée par la garde républicaine, suivie d'un concerto pour piano. C'était une demande de la famille qui a raccompagné le cercueil jusqu'à la sortie de cette cour d'honneur des Invalides, suivie par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. Une cérémonie sobre, mais également souriante, comme l'était l'académicien disparu cette semaine. Astrid de Vilaine en direct des Invalides pour les chaînes parlementaires. Merci beaucoup Astrid pour ces précisions. Jérôme Cordelier, votre première impression sur cette cérémonie, effectivement on l'a dit, solennelle, grave, souriante aussi, c'est ce que disait Astrid à l'instant, vous êtes d'accord? Oui, souriante. Bon, alors c'est vrai qu'en plus il fait un peu froid, donc c'était compliqué, même s'il faisait beau, hein, il y a eu quand même du soleil. Vous savez, on disait beaucoup que Jean d'Ormesson était l'ami du soleil. Bon, alors on a vu le soleil s'inviter dans cette cérémonie, mais c'est vrai une cérémonie avec une grande pompe républicaine, hein, très codifiée, des mots de Emmanuel Macron. Bon, on va y revenir, mais absolument, dans un cadre très solennel, très grave. Voilà, enfin toute la pompe républicaine déployée pour cet homme. Je trouve, si je puis me permettre, moins d'émotion évidemment que pour Simone Veil, oui. Je trouve. Alors évidemment, bon, Simone Veil c'était très différent avec un destin plus tragique. Et puis un personnage peut-être plus populaire, plus proche des gens et des femmes en particulier. Oui, mais puis surtout il y a toute la guerre. C'était cette dimension tragique de Simone Veil qui rendait l'émotion. Un discours en tant que rescapé de la Shoah, vous voulez dire. Et puis un discours de ses fils. Qui était aussi... Donc là, un discours en sobriété, je dirais, je pense que Jean d'Ormesson aurait aimé ce discours, parce que c'était un homme qui aimait quand même aussi les conventions républicaines, mais peut-être aurait-il aimé, enfin je ne peux pas parler à sa place évidemment, mais glisser un peu plus de facétie, un peu plus de légèreté peut-être. Oui, Emmanuel Macron qui même si ce crayon apporte un peu de légèreté. Ce fameux crayon de papier qu'il avait demandé à côté du cercueil, lui-même recouvert du drapeau tricolore. Emmanuel Macron qui a tout de même d'abord parlé de l'écrivain du bonheur qu'il était, c'est ce qu'on a beaucoup dit. Et puis il a aussi souligné les fêlures de l'écrivain qui ont fait de lui d'ailleurs l'écrivain. Écoutez. J'écris parce que quelque chose ne va pas, disait-il. Et lorsqu'on lui demandait quoi, il répondait « je ne sais pas ». Ou plus évasivement encore, « je ne m'en souviens plus ». Telle était son élégance dans l'inquiétude. Et c'est là que l'eau claire du bassin soudain se trouble. C'est là que l'exquise transparence laisse paraître des ombres au fond du bleu cobalt. Un jour vint où Jean qui rit admit la présence tenaillante, irréfragable d'un manque, d'une fêlure. Et c'est alors qu'il devint écrivain. Un manque, une fêlure, c'est presque intime ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'on sait de quoi il parle? On sait que effectivement Jean d'Ormesson avait été en conflit avec son père et qu'il avait toujours cherché sa reconnaissance. Est-ce que il a fait référence au passé personnel de Jean d'Ormesson? Je suis pas sûr qu'il sache lui-même. C'est-à-dire que je pense que parce que souvent Jean d'Ormesson disait j'écris, et c'est pour ça qu'on voyait c'était un homme du mouvement. On le voit sur toutes les photos qui sont publiées. D'ailleurs, il est jamais figé Jean d'Ormesson. D'où l'exercice très délicat d'ailleurs auquel se prête Emmanuel Macron, d'essayer de figer dans la postérité, ou du moins dans la pompe républicaine,
un homme comme ça qui était toujours en mouvement. Les photos qui sont publiées actuellement, on voit soit c'est un homme qui est en position d'écoute par rapport à son interlocuteur, soit c'est un homme qui est en mouvement, qui fait une petite pirouette, une petite grimace, mais c'est quelqu'un qu'on a du mal à attraper en fait. Et donc je pense que c'est ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron, c'est-à-dire que lui était, bon, certains disent qu'ils avancent avec le doute, lui était ce manque, cette fêlure, ça a été un petit peu son moteur de vie, sans qu'on sache vraiment, mais peut-être Jean d'Ormesson ne le savait-il pas lui-même, quel était ce manque, cette fêlure. Emmanuel Macron qui a souligné qu'effectivement, en France, on avait un petit peu de mal avec le bonheur, avec la légèreté, et il a souligné le fait que lui, Jean d'Ormesson, il assumait complètement cette légèreté, qu'il ne lui en avait pas du tout de profondeur. Oui, alors il l'a souligné avec gravité quand même. Hein. Oui. Bon, il y a certaines phrases quand même qui sont un petit peu lourde, on peut dire, même s'il y a des très belles phrases. Par exemple, j'en ai repéré quelques-unes quand il disait il faisait tout pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir, ou alors le courage de l'absolu dans la politesse d'un sourire, ce qui est une formule très jolie. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'était un peu, voilà, c'était trop grave pour vous cette prise de parole d'Emmanuel Macron, un peu trop, un peu solennel, un peu. Il y a certaines phrases qui étaient, bon, disons le mot, un peu empoulées. C'était un peu empoulé, mais c'est l'exercice aussi qu'il vaut. On est toujours sur une ligne de crête avec ce genre d'exercice. Surtout qu'il fallait rendre hommage et redonner surtout les lettres de noblesse à l'écrivain. Il fallait remettre dans le débat public l'écrivain qui a été un petit peu éclipsé, occulté, en tout cas pour le grand public, par le personnage médiatique. Donc c'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il a... C'était peut-être justifié aujourd'hui, en rendant hommage à un écrivain, un membre de l'Académie française. Il a cité beaucoup d'écrivains, enfin évidemment... André Gide, voilà, en introduction. L'a rappelé, André Gide. Cette référence à Cocteau vous a surpris. Proust. Une référence à Cocteau qui nous a un petit peu interpellé en plateau. C'est un petit clin d'œil parce qu'on a beaucoup dit ces derniers jours que Cocteau était mort, la mort de Piaf avait été un petit peu éclipsé. Il a parlé de Jules Romain aussi, des copains. Je pense qu'il aurait pu citer aussi les hommes de bonne volonté de Jules Romain, parce que on peut dire que Jean d'Ormesson incarnait justement cet homme de bonne volonté. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Jérôme Cordelier, d'être venu nous faire vivre et commenter cet hommage national à Jean d'Ormesson sur les chaînes parlementaires. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette édition spéciale. Très bonne journée.